Michel Gondry, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette séance exceptionnelle d'un film qui en français s'appelle Soyez sympa, rembobiner, mais qui en anglais s'appelle Be Kind, Rewind. Et donc la bande-annonce aujourd'hui est tout à fait pertinente, à l'issue de laquelle nous discuterons avec Michel Gondry sur scène on aura 1 heure pour discuter de ce film et de son cinéma de manière plus générale. Un grand merci d'être là. Vous êtes là depuis dimanche dernier, même, ça fait 1 semaine. Et Michel est venu revoir un certain nombre de vos films et discuter après. Et c'est vraiment 1 semaine formidable qu'on passe avec vous à la Cinémathèque. Donc vraiment merci. Peut-être on dit quelques mots du film. C'est-à-dire que je voulais préciser, est-ce qu'il y a des enfants qui auront du mal avec les sous-titres, donc je voulais préciser que le monsieur qu'il peigne au début, et dont il parle, qui s'appelle Fats Waller, était un musicien très connu il y a 100 ans, qui faisait du jazz. Donc l'histoire est un peu basée sur lui. Ça se passe dans un état qui est juste à côté de New York, aux États-Unis, et il a habité dans cette ville. Donc voilà, soyez pas... pour pas que les petits soient surpris. Et peut-être la deuxième chose à dire, c'est qu'à l'époque, si vous voulez, ça se passe maintenant, mais les films, il y a 15 ans, étaient des grandes cassettes. Alors les enfants, vous en avez peut-être jamais vu, peut-être même des DVD. Donc voilà, on voit ces grandes cassettes avec une bande magnétique, c'est les films. C'était les films qu'on pouvait voir chez soi, c'était les cassettes, voilà. C'était ce qu'on mettait dans un magnétoscope pour regarder à la télé les films. Et on allait dans un lieu qui s'appelle Vidéoclub, où on empruntait les cassettes. C'est un peu comme la bibliothèque, qui existe encore aujourd'hui, on peut aller emprunter des livres. Et bien là, on allait emprunter des films qu'on avait pour 2-3 jours, la semaine. Voilà. On les louait. Voilà, les louait, oui, tout à fait. Donc on précise juste que c'est votre 5e long métrage et qu'il a été réalisé donc aux États-Unis, vous qui êtes français, mais on en reparlera peut-être après. Donc voilà, d'où la question des sous-titres, puisque tout le monde parle anglais. Peut-être on vous pose juste une question à vous. Qui va voir le film pour la première fois? Ah, quand même. Ah ouais, génial. Eh bien, très bonne projection à toutes et tous, et on se retrouve après. D'accord. Merci. Merci. Alors, on arrive beaucoup, on est ému aussi, je crois, quand on voit ce film, les deux. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'une joie absolue qu'on ressent en tant que spectateur, hein, vraiment. On a beau l'avoir vu et revu ce film, à chaque fois on est pris par une immense joie. Alors peut-être parce qu'on est à la Cinémathèque, la première chose, est-ce que cette joie, elle vient du fait que c'est un film qui est comme une déclaration d'amour au cinéma, on pourrait dire, et le cinéma comme étant quelque chose qui constitue une mémoire collective, à partir, voilà, ça fait du commun, le cinéma, et le cinéma, les blockbusters font du commun, puisqu'on s'en souvient tous, quelle que soit notre catégorie sociale, notre âge. Et donc, il me semble que c'est cette idée-là, cette première idée-là, de se dire que ce film, c'est une déclaration d'amour au cinéma, et que vous avez inventé cette idée extraordinaire, qui est donc de suéder des films, en partant de cette mémoire collective. Est-ce que c'est vraiment l'origine du projet, cette idée? C'est difficile de répondre à ça, parce que votre discours, vous êtes dans la Cinémathèque, et il est très axé sur le cinéma, et en faisant ce film, j'ai pas pensé tant que ça au cinéma en tant que connaisseur, que philosophe. J'ai pensé à un système qui permettait à Géry, j'ai oublié son nom, et les deux acteurs, Jack Black et Mike et Géry, de se sortir d'une catastrophe avec la chose la plus utopique et impossible,
qui leur est venu à l'esprit, et de trouver une solution pour que ça marche et que ce soit un peu crédible. Okay. Alors, on parle dedans, ils utilisent des films que tout le monde connaît, parce que je voulais faire comme une comédie qui soit accessible. Donc, j'ai pris des films qu'on connaisse, quand on voit la ressemblance et la différence. Donc, de là à qualifier les films de mémoire collective, ça c'est pas je pense que c'est pas mon rôle de parler, c'est votre rôle de définir les choses de cette manière. Mais moi, par exemple, très techniquement, j'ai eu un peu une émotion en voyant le générique de fin, parce que c'était des acteurs qu'on a vus très peu de temps, et c'était pas les acteurs, et j'ai vu beaucoup de visages que je reconnaissais. Je me suis souvenu de leur joie, et je me suis dit que maintenant c'était devenu d'autres personnes. Et ça m'a fait quelque chose, parce qu'en fait on a filmé dans un quartier, plutôt dans des projets, ce qu'on appelle les projets, c'est les HLM, et je voulais faire travailler tous les gens qui habitaient là-bas pour s'intégrer, puis pour leur donner l'occasion de participer. Et il y a les syndicats des acteurs qui nous empêchent de faire ça. Alors la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on allait les engager comme danseurs. Donc on a fait toutes ces petites chorégraphies pour pouvoir les filmer, et c'est un petit peu pour ça qu'il y a toute cette série de petits films en noir et blanc sur la vie de Waller, pour incorporer des moments un peu musicaux, et notamment sur le générique de fin, c'est la plus grande chorégraphie, et j'avoue que c'était un moment génial, de trouver... tout le monde disait, mais vous allez rien pouvoir en faire, ils vont tous chuter, et en fait pas du tout, ils étaient super concentrés, et c'est comme tout, quand on donne des choses intéressantes à faire à des gens, ils y mettent tout leur cœur, et ça part pas, ça n'a jamais dégénéré, quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut en dire, donc vous avez tourné à Passec, et avant le film, en fait, vous avez proposé à ces gens de répéter, de faire des chorégraphies, et ensuite, ils sont devenus les acteurs du film. C'est comme ça que ça s'est passé? Pas tous. Oui. Il y a toute une partie qu'on voit surtout dans les films, des plus jeunes, et puis il y en a une bonne moitié des acteurs, en fait, qui étaient des habitants de là-bas, qui n'étaient pas des acteurs. On les voit, quelqu'un qui se plaint pour sa cassette, ils ont tous des petits rôles. Et tout ce qu'on voit en noir et blanc, on l'a tourné en pré-production. C'est un petit peu une tricherie, c'est-à-dire qu'on avait, je sais plus, un mois ou deux de tournage, et pour économiser des jours, on tourne toujours des petites choses avant qu'on n'ait pas officiellement en tournage. Donc on a tourné, comme il n'y avait pas besoin, on tournait vraiment en vidéo. On avait une équipe très réduite. Enfin bon, le système de tournage était c'était celui qu'on voit avec le ventilateur. Vous avez vraiment tourné comme ça, avec une caméra VHS. C'est ce qu'on voyait. Voilà, d'accord. Et alors, il y a des non-professionnels, mais il y a aussi donc des professionnels. Le casting, c'est quand même assez extraordinaire, les gens qu'on voit. Alors, d'abord le duo. Comment avez-vous choisi ce duo Jack Black, Mos Def? Alors, je venais de tourner Dave Chappelle Block Party, oui. Et Mos Def était dedans, parce que c'est aussi un rappeur, et il était très drôle et surtout très naturel. Donc j'ai pensé à lui. Et Jack Black, on se connaissait un petit peu, on avait parlé de faire un film depuis un moment, et j'ai trouvé que c'était un bon duo parce que Jack Black a beaucoup d'énergie, et Mos Def est très naturel et plus coolé, donc ils se complétaient bien. Voilà comment c'est parti. Puis après il y a eu Danny Glover. Alors pour l'anecdote, Danny Glover, j'adore, je suis super content de travailler avec lui. Mais le premier jour de tournage, il est arrivé avec un appareil. Et on ne comprenait plus un mot de ce qu'il disait. Un appareil dentaire? Oui. Ah mince. Et alors il a fallu faire avec, mais je pense qu'on entend un petit peu.
il n'est pas toujours facile à comprendre. Mais comme il y avait les sous-titres. Ah oui, ça, on se rend pas compte, je crois. Et puis, Sigourney Weaver, Voilà. une des femmes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Qui n'a pas le beau rôle, hein. Qui n'a vraiment pas le beau rôle. Non, mais elle est vraiment gentille, elle est très très naturelle. Et, Mia Farrow, incroyable. D'ailleurs, un petit mot à propos d'elle, c'est qu'on pense toujours qu'elle est un peu lunatique avec tous les enfants qu'elle adopte, mais ça vient vraiment du fond du cœur et elle a vachement les pieds sur terre. Mais lunatique, elle est quand même qualifiée comme ça dans le film même. Hein. Ah, bah oui, voilà, mais ça, elle est quand même. C'est un rôle. Ouais, ouais. Mais enfin, je me suis beaucoup entendu avec elle. Elle était géniale. Alors, c'est votre 5e film aux États-Unis, et donc vous aviez déjà tourné, alors en effet, Block Party, donc, juste avant, en réalité, qui est un documentaire, et puis encore avant, donc Human Nature le premier, et puis Eternal Sunshine. En termes de production, ce film-là, comment est-ce que c'est, est-ce que vous aviez un budget qui représentait sans doute pas celui de Eternal Sunshine Si, c'était le même à peu près. D'accord. C'était 20 millions de dollars. Ça paraît, quand on voit le film, ça paraît un peu cher, mais... Peut-être les films suédois, ils coûtent pas cher, mais... D'accord, mais en tous les cas, vous avez tourné en décor réel, donc dans la ville. Les conditions de tournage étaient quand même très différentes de ce que vous aviez... ma question, c'était entre le documentaire et la fiction. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, est-ce que c'est pas ça qui donne cette grande émotion qu'on a aussi, qui est que là, on est un film qui est gorgé de réel aussi, qui est une pure fiction gorgée de réel. Alors, ça m'embête de vous contredire. Ah bah allez-y, alors là, vraiment, il y a une partie qui est vraiment la réalité, et je me suis battu, c'est à la fin, quand ils regardent tous le film, ils avaient tous ceux qu'on voit regarder le film dans l'obscurité, ils avaient participé à ce tournage. Et moi, quand on a réglé le plan, j'ai insisté pour que le film soit projeté au même moment où on filmerait les visages, pour qu'ils découvrent le film et toutes leurs expressions de joie et de surprise. C'est vraiment, ils ont découvert leur travail et leur visage. Et souvent, malheureusement, certains techniciens ne comprennent pas vraiment pourquoi on va ne pas montrer le film à l'avance. Donc à un moment donné, j'ai vu une image, j'ai couru pour débrancher le magnétoscope, parce que je ne pouvais l'obtenir, cette sincérité, je pouvais l'obtenir qu'une fois. Parce que une fois qu'il l'aurait déjà vu, après ils joueraient leur rôle de la surprise. Alors que là, on les a pas prévenus, on a juste montré le film. Et comme il y avait eu un gros travail avec eux, ils ont vraiment apprécié. Et c'est un petit peu suite à ça que j'ai eu l'idée des films amateurs, de l'usine de films amateurs que j'ai lancée après. Qui est en ce moment à Villejuif d'ailleurs. C'est vrai. Vous pouvez y aller. Mais sauf qu'alors, contredisez-moi jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est le seul moment, vous dites, qui est vraiment pris dans la réalité. C'est ça que vous vouliez dire c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a durant les dialogues, mais je ne crois pas qu'ils étaient improvisés. Il y a peut-être des choses qui ont été improvisées. Jack Black, il a dû improviser des choses. Alors, c'est juste la sensation, une sensation qu'on a. On a vraiment une sensation qu'on est dans le quartier et que les gens sont... mais ça, oui. Voilà, donc ça, oui. On a tout... on s'est inséré partout où on pouvait dans un périmètre assez réduit du quartier. Et il y avait beaucoup de choses, que ce soit les salles pour faire les grandes scènes avec tous les danseurs et les répétitions, des églises. À Pessac, il doit y avoir 200 églises, c'est la folie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut juste revenir sur ce mot de suédé quand même? Parce que moi j'ai lu beaucoup de choses que vous avez dites à propos de ce mot, et donc est-ce que vous pourriez avoir la définition définitive de cette idée d'avoir appelé ces films refaits avec les objets à portée de main et beaucoup d'astuces et une grande précision des films suédés? Alors, j'avais pensé à Pimp, comme il disait sur MTV, Pimp Your Video. Ah oui. Et mon monteur m'a dit que ça allait vieillir et que c'était mieux d'inventer un nom. Ouais. Et c'était pas par rapport à la Suède, c'était par rapport à la Suédine. Ouais. Cette imitation de daim. J'avais un petit blouson en suédine. Ouais. Et il était trop petit pour moi, donc on a fait un clip avec une pochette de mon groupe Oui, avec des petites marionnettes, et j'avais donné à la mini costumière
un bout de mon blouson, Ouais. j'ai sacrifié pour ça. Donc ça m'était resté et j'aime bien, je trouve que c'est rigolo la suédine. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à la suédine, parce que c'est une imitation. C'est ça, donc c'est pour de faux, enfin on imite, c'est un tissu Ouais. qui fait croire que c'est du daim, quoi, et quelque chose comme Voilà. ça. Mais j'ai pas réfléchi pendant une heure. Hein. Non, mais c'est ça qui est dingue. Non, mais c'est J'ai ça qui est dingue. précisé que Oui, c'est venu direct. oui. Mais c'est quand même incroyable, parce que peut-être je me trompe, mais je ne connais pas beaucoup de films dans lesquels est inventé un mot qui passe ensuite dans le langage courant. C'est vrai Alors, qu'il est dans le dictionnaire urbain. c'est vrai? Ouais. Ah oui, parce que, alors, en tous les cas, dans la communauté des gens qui aiment le cinéma, il nous arrive souvent de se dire en rigolant, et si on suédait tel film? Enfin, c'est quand même. C'est Et je peux devenu- vous demander un service? Oui, J'ai remarqué ça quand on fait les discussions, Ouais. je ne regarde que dans cette direction. ouais. Et j'ai eu l'idée d'inverser les positions en milieu Ouais, de d'accord. discussion. Et après, vous n'aimez Donc, pas je Jean-Luc regarde- Godard. Mais c'est très godardien. J'aime le Godard. C'est très godardien comme idée. On va changer le dispositif en cours C'est de... géométrique. Oui. Ah ben ça c'est bien ce mot géométrique. C'est un mot dont vous parlez assez souvent pour dire que votre mise en scène elle est géométrique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, de toute manière, la mise en scène elle est toujours géométrique puisqu'on met des points et on les relie entre eux. Ok. Donc par définition c'est géométrique, mais maintenant il peut y avoir des choses avec, bon par exemple un flashback c'est géométrique parce qu'on revient et on repart. Tout est géométrique, les déplacements des acteurs, l'espace qui les entoure. Mais c'est vrai que j'aime bien, bon par exemple, j'aime bien le plan où ils tournent les chaises. C'est-à-dire que la télé s'est cassée et au lieu de regarder vers la télé, ils vont regarder vers la fenêtre. Et par cette géométrie, les gens qui sont à l'extérieur voient le film. Enfin, ils le voient à l'envers, mais c'est pas grave. Ils le voient de l'extérieur. Mais il y a plein de choses géométriques et c'est vrai que j'y pense, ça m'aide à réfléchir. D'accord. Et alors ça veut dire que ça passe par des schémas, par exemple des dessins, beaucoup, avant les films. Vous dessinez... Je dessine un petit peu, mais si vous voulez, le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Humaine Nature, j'ai storyboardé tous les plans. Ouais. Et je me suis aperçu qu'une fois qu'ils étaient storyboardés, je forçais un peu les acteurs, je leur imposais un peu les déplacements. Et je pense que ça les a un peu coincés. Et du coup, quand j'ai fait mon deuxième film, Eternal Sunshine, j'ai plus storyboardé. Je me suis dit que je les mettrais dans le décor et ils iraient où ils voulaient, bien que je les dirigeais quand même. Mais il n'y avait pas cet effet, même dans ma tête, d'avoir les choses prévues à l'avance. Garder un peu de surprise au tournage. Mais je garde les storyboards pour les plans qui ont beaucoup de départements impliqués, comme les costumes, les effets spéciaux, les décors. Là, il faut que tout le monde puisse faire la même chose en même temps. Donc là c'est l'outil de travail aussi pour les gens avec qui vous travaillez. Oui, voilà. oui. Ouais, d'accord. Et alors, du point de vue de la mise en scène, alors géométrique, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a vraiment des moments d'une grande virtuosité technique, mais que nous, on ressent comme... qui participent à cette, comment je pourrais dire, en même temps de la légèreté, mais aussi ça donne une grande, beaucoup de force au film. Alors le premier plan, quand même, du film, enfin le premier plan au-dessus de l'autoroute, et puis qui va jusqu'au graphe, par exemple. Ça, c'est un plan très très beau, techniquement. Comment vous avez eu cette idée de faire ce plan, pardon, et comment même c'est réalisé, puisque c'est pas au drone, à l'époque, Non, mais justement, il n'y avait pas de drone, Ben donc non. il y avait un hélicoptère, ensuite une grande grue, et on a fondu les plans ensemble. Et, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué, mais et ça, on ne me l'a pas dit, c'est toujours comme ça sur les tournages. On a des mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'on a pris un hélicoptère pour passer au-dessus de l'autoroute, et après on m'a appris que l'hélicoptère, à cause de l'hélicoptère, on devait arrêter les voitures sur l'autoroute. Alors on a dû faire les voitures en 3D, et c'est pas très beau. Enfin bon, passons. Et ensuite, il y a ce moment où on souhaite les films. Il y a un certain nombre de films où on voit donc le titre du film et la vidéocassette. Et donc là, on a le sentiment que c'est un plan séquence. Alors, est-ce que ça en est un vraiment? Oui, c'en est un. Il y a juste un petit moment où on a raccourci. Parce que le problème, c'est avec les plans séquences, c'est que c'est très très excitant et très flatteur. Mais malheureusement, dans les films, c'est un peu long.
Donc parfois... Quand on les voit, quand on les regarde, ah oui. Et là, on n'a pas cette impression-là. Il y a juste un moment où on a triché avant Carrie, mais on ne le voit pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'une accumulation d'énergie réjouissante. Enfin, là, c'est... Ah, mais quand on fait les plans séquences, là, vous avez complètement raison. Non, parce que quand on fait un long plan séquence, au début, il fait 3 fois la longueur qu'il devait faire. Tout est raté, on voit la perche, c'est une catastrophe. Mais au fur et à mesure qu'on refait le plan, chacun s'ajuste de manière de plus en plus précise et tout le monde vraiment participe à l'élaboration du plan, voit le résultat, parce qu'on regarde les prises entre les prises et on voit que là la caméra était un peu trop à gauche et que là l'acteur est entré un peu trop tard. Et tout le monde s'ajuste en même temps et ça fait une accumulation d'ajustements qui fait qu'à la fin on a un objet qui est... C'est pas parfait, c'est presque parfait. Et quand on réussit une bonne prise, il y a une explosion de joie et tout le monde se sent solidaire d'avoir fait quelque chose en même temps, plus que dans les plans normaux. Ouais. En tant que, vous nous direz, mais en tant que spectateur, on ressent ça, je trouve. Oui, non, mais totalement, on le ressent, parce qu'on a l'énergie et le talent de tout un groupe de personnes qui vraiment, c'est comme quand on s'amuse à faire des croix comme ça, et qu'on voit qu'elles se croisent toutes, c'est très dur, et à un moment donné, finalement, on réussit, et toutes les lignes se croisent exactement au même moment, et c'est ce qui se passe un peu avec ce genre de plan. Alors, suéder les films, c'est quand même, comme ce que je disais au début, c'est s'emparer du cinéma. C'est un peu le... Alors, mon discours serait de dire que vous nous dites dans ce film-là, mais dans beaucoup de vos films, emparez-vous des moyens que vous avez, qui sont à portée de votre main, des matériaux qui ne sont pas nobles. Ça peut être le rouleau de papier toilette, par exemple, que vous aimez beaucoup dans La science des rêves, par exemple, ou plein de choses qui nous tombent sous la main, et on peut devenir inventif. Et ce qui, moi, m'intrigue beaucoup dans votre cinéma, c'est que c'est le contraire des magiciens qui ne veulent jamais donner leur tour. Alors, vous nous montrez très souvent à l'écran comment vous faites vous, mais comment font les gens qui font devant la caméra. Et ça aussi, ça nous donne de l'énergie à nous, spectateurs. C'est un mystère, ça, pour moi, c'est-à-dire que ça nous écarte pas du tout. On se dit, oh bah oui, c'était ça, donc c'est pas très intéressant. Au contraire, ça nous rend heureux et ça nous fait jubiler et ça nous donne envie de faire du cinéma. Ça stimule. Ouais. Parce que j'ai toujours aimé les films, et notamment les dessins animés, qui montraient la fabrication. C'est comme s'il y avait un mini making-of qui était par-dessus le film. Et parce que ça me donnait envie d'aller dans ma chambre et de fabriquer la même chose. Pas forcément parce qu'il y a des films, même comme les dessins animés tchèques ou russes, où on voit comment c'est fait, mais il y a il y a énormément de détails et de finition, mais on voit quand même des objets qu'on peut appréhender, toucher, etc. Et donc, oui, j'aime bien... j'aime bien... Par exemple, parlons du cinéma, j'évite en général de prononcer le mot cinéma, parce que ça ouvre des portes que je ne peux pas assumer. Mais pour moi, le film, la magie, c'est qu'on filme des choses petites et on les projette en grand sur l'écran, et même sur la télé, c'est grand quand même. Et ça, c'est incroyable pour moi. C'est ça et le mouvement aussi. On prend une série d'images qui se ressemblent et qui sont un peu différentes, et quand on les fait défiler, on voit une chose bouger, qui est de dimension qui n'existe pas sans la machine de caméra. Caméra, oui. Et ça, c'est votre goût pour le cinéma d'animation. Oui. C'est ça. Donc, alors, votre goût pour le cinéma d'animation, ici, il n'y a pas de séquence d'animation, mais il arrive que vous ayez des films où vous ayez des séquences d'animation. Il y a quand même ces moments de décor sur la voiture, ces immeubles qui sont en carton sur la voiture. Et là, on se dit, peut-être, ça pourrait se mettre à bouger comme du cinéma d'animation. Alors là, non, on fait brûler. Mais ça rappelle aussi le décor que vous aviez dans La science des rêves, qui est votre premier film français que vous aviez fait quelques années avant. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous avez est-ce que ça fait partie de votre projet intellectuel de nous transmettre à nous des modes d'emploi ou des idées ou de... Oui. Je crois que c'est
Ouais, Il y a un côté utopique. Ah, voilà. Par exemple, ce système, je ne pense pas que ça marcherait dans la vie réelle. Alors le cinéma, le film, me permet de créer un monde dans lequel c'est possible. C'est une des choses chouettes quand on fait des films, c'est qu'on a une idée, on sait que ça ne marchera pas, mais on réinvente un monde dans lequel ça marche. Et il y a l'autre idée, par exemple, c'est de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. On les rend possibles parce que, ben voilà, c'est faux, mais bon, par exemple, la grue qui tient la caméra, c'est des choses auxquelles je pense. Je passe à côté d'une grue, je me dis, ça serait marrant d'attacher une grue à la caméra et de faire des mouvements caméra. Alors il y a un autre moment aussi, ça c'est plus réalisable et en même temps c'est absurde, c'est quand ils ont mis la caméra sur un ventilateur qui fait ça pour faire des panneaux. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles je pense et qui ne marcheraient pas, je pense, mais là on les fait marcher parce que c'est le film. C'est pour ça que vous parlez de l'utopie. Ce film-là est un film dans lequel l'utopie fonctionne. Enfin, il me semble que c'est, pas forcément, enfin, c'est un de vos films qui est le plus optimiste quand même, de bout en bout, enfin, qui n'est pas traversé par de grandes tristesses, mais qui est quand même traversé par un point de vue politique, je trouve, très fort, sur l'endroit où on est. Il y a ce moment très émouvant, tout d'un coup, où Jack Black raconte qu'on a délaissé cet endroit. Et puis, il y a la communauté noire et les Afro-Américains et leur place aux États-Unis. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça Alors, il y a un truc que je voudrais raconter, c'est par rapport à ce que vous dites, c'est que toute la ville nous a accueillis à bras ouverts et j'ai eu la clé de la ville par le maire et on a fait une projection où il y avait le maire et l'équipe de la mairie et d'autres spectateurs et quand il y a le speech de Jack Black qui dit que la ville est un dépotoir, on ne peut pas s'en sortir, j'ai eu une honte énorme parce qu'il y avait le maire à côté de moi et j'étais en train de dire du mal de sa ville. Et je suis allé excuser auprès de lui. Et il a été gentil, il m'a dit c'est pas grave, mais j'ai senti qu'il avait un peu grincé des dents. Et, en même temps, c'est assez vrai ce qu'il dit sur cet endroit, ou de façon plus générale. Même si c'est votre ville. Non, j'entends bien. Non, je comprends très bien. Non, qu'il ait été vexé, je comprends. Mais vous aviez envie de raconter ça quand même, qu'il y a des endroits qu'on délaisse. Non, mais oui, il y a beaucoup plutôt aux États-Unis, mais je crois un peu partout, il y a des gens qui font les planifications pour faire évoluer ou changer les quartiers. Ils déclarent qu'un quartier est insalubre, mais ils ne viennent jamais. Ils ne se déplacent jamais. Il y a plein de quartiers comme ça qui ont été rasés comme étant des taudis ou insalubres, et avec par des gens qui n'ont jamais visité le quartier. Donc ça, c'est quelque chose de très très choquant. Donc ça parle un petit peu de ça, mais bon, il y a un terme américain quand les gens montrent ces quartiers, souvent habités par des Noirs américains, et qu'on montre de la drogue, la violence, ils appellent ça, je crois que c'est de la black pornographie ou de la turn-on pornographie, je ne sais plus quel est le terme exactement, c'est que les gens qui mènent cette vie n'ont pas forcément envie que systématiquement ils soient le fond, l'arrière-plan des histoires tragiques et horribles. Ils aiment aussi qu'on montre qu'ils ont des moments de joie et voilà, ils n'ont pas forcément envie d'être dépeints comme des victimes. Donc ça, c'était important pour moi, mais c'était important vraiment de prendre une partie des acteurs qui venaient. Alors, on avait, sur les tournages, il y a une table avec plein de gâteaux et de bonbons pour l'équipe, pour qu'ils grossissent, en fait. Et il y avait un garde qui empêchait les gens du quartier de se servir. Moi j'ai dit, hors de question, il faut les laisser se servir. Le problème c'est qu'en 10 minutes, la table était vide. Alors après, je me suis tué. De toute façon, ça marche jamais comme on le voudrait exactement. Sauf que là, quand même, au bout du compte, c'était vraiment une grande joie pour tout le monde. Mais n'empêche que vous êtes quand même vraiment
doué pour être sur un fil sur cette question justement de la place des Noirs américains, le racisme ambiant. Ça démarre fort quand même sur cette histoire de narine, on a mis l'œil à la place de la narine. Ouais. Et puis Miss Daisy et son chauffeur, ouais. Hop là. Et puis, et donc comme ça, juste le blackface. Enfin, ouais. Le film a été fait en 2008, vous avez tourné en 2007 j'imagine, et donc le film est tourné en 2008. Il y a quelque chose de, comment dire, que vous y allez là quand même, vous, avec une grande finesse pour que ça reste très drôle, mais on comprend bien qu'il y a quelque chose d'une critique forte du racisme aux États-Unis. Je sais, oui, mais encore une fois, c'est une responsabilité que je n'ose pas trop porter. Votre film, alors Non, c'est pas ça. C'est que oui, effectivement, j'avais un peu ça en tête. Ouais. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui verraient le film, je suis sûr et certain, qui diraient que c'est raciste, parce que c'est très compliqué. C'est toutes ces histoires d'appropriation, de vocabulaire qui sont extrêmement divisantes. On dit ce mot-là? Ça existe? Peut-être, oui. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'observation de ce qui est approprié et inapproprié, qui font que quoi qu'on fasse, on est dans le faux. Et je suis sûr et certain que ces personnes auraient beaucoup critiqué dans ce film. D'accord, mais elles ne sont pas là, ou alors elles s'exprimeront plus tard. Si elles sont là, allez vous faire foutre. Non. Peut-être aussi, de Eternal Sunshine, vous aviez gardé la chef opératrice, Hélène Curas, oui. Qui fait, c'est magnifique, son travail est très différent dans les deux films. C'est vrai. Vraiment. Peut-être. Et après, vous n'avez plus tourné avec elle, puisque. C'est-à-dire qu'elle est devenue réalisatrice. Ouais. Et après, j'ai tourné en France. Voilà. Mais je tournerai avec elle demain si c'était possible. Enfin, bon, je ne veux pas dire ça par rapport aux autres chefs-op avec lesquels j'ai travaillé depuis, qui sont super. Mais elle a quelque chose de spécial. Et quoi alors? Elle a une sorte de moustache qui pend comme ça. Je plaisante. La moustache était l'actrice. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un gag. Bon, elle a. Quand j'avais regardé sa bande démo, elle avait. Non, dites-nous comment. Non, il y avait une vibration dans certains de ses plans, dans des films qui étaient très petit budget, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vibration dans ces images que je ne voyais pas dans les autres chez Fox, et c'est pour ça que je l'ai rencontré. Et après, je l'ai. C'est-à-dire que quand on rencontre un technicien ou quelqu'un avec lequel on veut travailler, il ne faut pas que parler, il faut écouter et poser des questions. Donc je lui ai demandé, par exemple, cette salle, si on devait l'éclairer, qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, comment on ferait? Alors elle me disait des choses, là j'augmente la lumière d'ici, ici je touche pas. Mais elle m'a dit des choses très concrètes et qui répondaient à ce que j'imaginais. Parce que j'ai remarqué, quand on a fait Eternal Sunshine, j'ai fait 5000 photos de repérage avec des intérieurs parce que j'avais jamais été à New York et donc j'ai voulu vraiment m'imprégner et voir des choses. Alors c'était à l'époque du film et du papier, j'avais fait des albums et tout. Et très très souvent, quand on fait une photo de repérage, c'est plus joli que quand on éclaire après. Donc sans repérage. Et donc pour moi c'était important de travailler avec quelqu'un qui ait cette notion de ne pas casser le naturel. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle donne une forme d'élévation à l'image, c'est très beau, la lumière est très belle tout du long, alors qu'ils sont en train de faire des films avec justement sans éclairage et 3 bouts de ficelle. Donc je trouve que cette différence en fait porte le film très haut, donc ça c'est très beau. Et alors il y a quelque chose sur la lumière qui varie, et donc à la fin du film il y a ces lumières un peu dorées sur les peaux, qui racontent que le jour se tombe, enfin c'est très beau. Et ça m'a fait penser donc à The We and the I, qui passe ce soir à 20h30, et je vous conseille d'aller voir ce film, qui est un film sur lequel il y a cette idée, qu'on passe, j'y pense parce qu'on passe de la fin d'après-midi à la soirée vraiment. Et là aussi, pour The We and the I, vous avez eu cette idée d'un système un peu participatif. Vous avez aussi recruté des acteurs
Et vous les avez fait travailler avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que je trouve que ça rejoint cette idée d'un peu de l'utopie dont vous avez parlé tout à l'heure. Pour The NDI, bon, c'est une classe, un lycée qui se vide et c'est la dernière journée d'école. Et ils remplissent tous un bus. Et au départ, c'est le chaos, parce qu'ils sont très nombreux et tout le monde chahute. Et il y a les leaders du chaos et les autres qui se taisent. Et au fur et à mesure que le bus se vide, il y a une dynamique qui s'inverse. Les débats ont plus de profondeur et les leaders de chaos se retrouvent un petit peu en porte-à-faux. Donc, comme je l'ai vécu pas mal de fois dans le métro ou dans les bus quand les gens restent un certain temps, et que ça démarre avec un gros groupe qui devient de plus en plus petit, j'ai raconté une histoire par rapport à ça. Et on a utilisé des acteurs qui n'étaient pas des acteurs, mais les interviewé pendant plus d'un an pour qu'ils racontent leur histoire sur cette grille que j'avais dessinée. Voilà. Et pour faire une fiction après. Oui, c'est une fiction, oui. Voilà. Alors comment est-ce que ça, dans votre cinéma, c'est très... En tous les cas, si le périscope existait encore, il y aurait des films qui seraient dans le documentaire et des films qui seraient dans la fiction. Comment est-ce que vous la voyez, cette ligne de partage pour vous-même, faire des documentaires, faire de la fiction? Le documentaire, je pense que c'est important de ne pas savoir ce qu'on va raconter quand on attaque le documentaire et partir avec un titre et revenir avec un autre. Comme Suisse sur ma tante, ça devait s'appeler les écoles de Suzette. Et finalement, ça s'est appelé l'épine dans le cœur parce que je peux en parler de ce film. Ah ben bien sûr, il passe encore, enfin je sais plus quand, mais il va... C'est un documentaire sur ma tante qui était institutrice dans des toutes petites écoles dans la montagne. Et on essaie de retrouver des élèves et on parlait de l'école et c'était assez plat en fait. Et on ne trouvait pas d'anciens élèves, on en trouvait quelques-uns mais très peu, et puis finalement on a pris son fils qui avait fait toutes ses études avec elle, comme élève et comme maman, et avec toutes les difficultés qui sont nées de ça, et c'est devenu l'axe principal du film, et c'était très tendu, mais ça les a réunis, en fait, j'étais très content de ça. Et à un moment donné, je disais à Suzette quelque chose que son fils m'avait dit, qui était j'étais pas très fier de moi de l'avoir dit, mais en même temps c'était important pour le film. Et du coup, elle s'était mise à pleurer, et puis elle avait dit, mon fils, c'est une épine dans mon cœur. Donc là, tout ça pour illustrer ce que je disais pour le documentaire, c'est qu'on ne peut pas savoir où ça va atterrir. En revanche, les films, des fois, on a une fin et on construit le film pour aboutir à cette fin. Et des fois, c'est très rassurant d'avoir une fin forte, même quand on est déjà en train d'écrire le début. Donc, je vois à peu près où vous voulez en venir. C'est-à-dire que dans les fictions, il y avait quand même une part de documentaire. Il y en a une dans l'espèce d'éthique de tournage. C'est-à-dire qu'on ne force pas les gens à matcher les personnages du script, on tire le script vers les acteurs et on tire un peu les acteurs vers le script et avec une certaine souplesse, parce que si on fait que les acteurs vers le script, ça les robotise un petit peu, et si on fait le script vers les acteurs à 100%, ils deviennent... ils font moins partie de l'histoire, où ils partent dans leur sens. Alors j'essaie Et puis ça dépend aussi des personnalités des acteurs ou des gens qui participent. Il y en a qui ont besoin d'être bien calés, et d'autres qui fonctionnent mieux quand on les laisse plus libres. Des fois je suis obligé de parler aux acteurs séparément. Quand on a fait Devil Sunshine, j'allais voir Jim Carrey dans un coin, et je lui disais, écoute, c'est pas du tout une comédie, c'est un film très très sérieux, dramatique. Et après j'allais voir Kate Winslet, je lui disais, vas-y, lâche-toi, c'est une pure comédie, et vas-y à fond. Et après quand on se retrouvait, c'était le bon niveau pour les deux. Vous avez trouvé un équilibre comme ça. Oui, voilà. C'est ça. On va passer le micro. Juste une dernière chose, vous êtes un cinéaste extrêmement cinéphile, enfin
peut-être vous n'aimez pas que je dise ça, mais c'est quand même vrai quand on lit ce que vous racontez souvent, enfin le cinéma vous habite quand même, enfin, et autant les documentaristes que les réalisateurs de fiction. Et vous parlez souvent de Raymond Depardon, de Wiseman, voilà. Et en fait, en revoyant aussi... Je connais pas le deuxième. Frédéric Wiseman. Ah bon, alors vous parlez de Raymond Depardon. Oui, Depardon, j'aime beaucoup comment il s'exprime. Voilà. C'est très simple et profond à la fois. Et moi, j'ai pensé à Nicolas Philibert, que je ne sais pas si vous connaissez, mais qui parle beaucoup de l'éthique du tournage, justement, quand on est documentariste, et qui raconte que quand on fait des documentaires, on va interroger des gens, souvent on va sur leur terrain, et le cinéaste prend quelque chose, mais il faut faire toujours très attention à l'état dans lequel on laisse les choses Oui. quand on s'en va. Et je trouve que c'est très proche de ce que... Enfin, il me semble que ça doit être très important pour vous, ça aussi, cette question, que ce soit du documentaire ou de la fiction. Tout simplement, quand je travaille avec les acteurs, des jeunes comme ça, ou même dans Microbes et Gasoil, je leur répète presque tous les jours que c'est un moment de leur vie qui commence là, qui va s'arrêter là, mais que je sais qu'ils ont tous des étoiles dans les yeux, avec des ambitions, mais c'est tellement la loterie que je leur dis de ne pas se faire d'illusions. Ils s'en font quand même, parce qu'elle est humain, mais je fais mon possible pour pas qu'ils soient déçus de retrouver dans la vie normale. Parce que c'est vrai que sur un tournage, ils sont extrêmement protégés, et les jeunes, bon, ils sont payés, et ils voient ça comme des vacances. Hein. Dans Microbes et Gasoil, quand on a fait la projection l'autre jour, avant-hier, ils étaient là, et après on allait boire un café, et ils avaient tous des souvenirs de vacances du tournage. Et donc, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais je fais attention alors à ça. Ça c'est pour les acteurs, mais même ce dont on vient de parler là, c'est-à-dire ces dispositifs participatifs, on pourrait dire, qui sont à la fois faire participer les gens du quartier, le maire, enfin voilà. Mais il y a je pense qu'on le sent dans les films, qu'il y a un grand souci, qu'on fait du cinéma, on fait une œuvre, on est en train de faire de l'art, on essaye, mais néanmoins il y a des gens pour qui la vie, ce tournage va être une sorte de parenthèse, mais ça serait bien que pour eux, ils sortent enrichis de ça et pas dépossédés. Et je trouve il me semble que toute votre œuvre, et même ce que vous dites sur l'épine dans le cœur, c'est-à-dire qu'on pense nous aussi qu'on part pour découvrir votre tante, et puis finalement, c'est votre cousin qu'on découvre, et entre eux, il se passe quelque chose qui sans doute les rend plus forts, enfin les fait grandir. Et donc je trouve que nous-mêmes spectateurs, on est spectateurs de ça, de cette bienveillance, alors je n'ai pas ce mot, mais de cette attention que vous prêtez à l'endroit où vous venez avec votre caméra, votre équipe, voilà. Donc c'est très généreux en réalité cette façon de travailler, et je trouve ça, et donc du coup je me dis que l'utopie qui est un peu la vôtre est dans ces moments-là existe, enfin non. Si, mais par définition, une utopie, ça ne peut pas exister, sinon ça serait pas une utopie. Mais ça dit, je ne veux pas vous donner tort cette fois, parce que par exemple, par rapport à ça, on a fait quand même ces usines de films amateurs où on invite des gens à venir écrire leur histoire en groupe, et on fait des décors pour qu'ils puissent tourner et regarder leur film qui a commencé après ça, sauf que, et c'est important, j'ai laissé tomber l'idée de copier des films, parce que pour moi c'était important que les gens racontent leur histoire, donc ils inventent, et puis toute l'écriture est faite en commun avec des mains levées, des votes, c'est les parties les plus intéressantes d'ailleurs. Mais je suis très flatté par ce que vous dites, mais j'y pense, mais j'essaie de ne pas y penser frontalement, c'est-à-dire que c'est par une sorte de philosophie ou une éthique qui fait que j'allais dire je respecte les gens, mais c'est pas entièrement vrai, parce que des fois je crie, donc c'est pas à 100%, mais quand même j'aime, si vous voulez, il y a des gens qui regardent les personnages comme ça, donc ils les rendent plus forts et plus grands qu'ils ne sont, et il y a des gens qui regardent comme ça les personnages, donc ils les rabougrissent, ils les rendent, on a pitié. Et moi j'essaie toujours de les filmer horizontalement, comme quelqu'un de ma famille. Comme si on prenait une caméra Super 8 et il y a notre cousin qui vient passer les vacances et on le voit en train d'arriver et qui garde sa voiture, ou peu importe. C'est ce que j'ai en tête.
quand je filme. Alors, à vous, j'imagine qu'il y a des mains, oui, voilà, qui vont se lever. Allons-y. Ah. Alors, je ne sais pas où ça démarre. On va te le donner après. Tu peux baisser ton bras, je m'en souviens, quand tu vas pouvoir avoir le micro. Allez-y, on vous écoute. La personne qui a le micro, allez-y. Ouais, allez-y. Ah, ok. On parlait d'utopie et j'ai envie de, quelque part, d'aller un peu plus loin là-dedans, mais en fait, j'ai le sentiment qu'il y a l'utopie, la grande, entre guillemets, dont vous parlez depuis tout à l'heure, l'utopie qui n'arrive jamais, mais moi j'ai un sentiment avec votre travail, c'est qu'il y a votre utopie à vous, et que votre utopie, vous la réalisez réellement. C'est-à-dire que quand moi j'ai le DVD de Beacon Rewind, alors bon, il est déjà vintage comme support le DVD, mais c'est un support qui est pas mal, parce qu'il y a plein de trucs dedans. Et dans les trucs qu'il y a dedans, il y a le film de Fred Waller, qui dure une vingtaine de minutes, que vous avez réellement fait, qu'on peut réellement voir. Et il y a un autre truc qui, moi, me touche, c'est que vous avez fait de la musique avec des gens, vous avez réuni des gens, des jazzmen que vous appréciez, que moi j'aime bien également, pour faire de la musique avec eux. Et j'ai l'impression que vous utilisez votre propre travail pour réaliser votre propre utopie à vous, et nous faire du bien à nous. Et du coup, je rejoins l'idée de générosité qu'on trouve à la fois dans Be Kind, mais également, qui peut être un détail, mais dans le DVD, il y a beaucoup de générosité. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui me touchent beaucoup. Voilà. C'est marrant, les gens disent toujours des trucs gentils et écrivent des choses méchantes. C'est peut-être pas les mêmes. Non, je dis pas que c'est les mêmes. Ouais. D'autres gens. Je crois pas. Vous êtes dur, on a eu des choses très belles écrites. C'est vrai. Mais peut-être il faut écrire un livre. Non, mais c'est vrai que ça a été fait globalement, et j'ai réuni un groupe qui s'appelle Booker T and the MGs, et j'ai joué c'est mon groupe préféré depuis que j'ai 10 ans, et qui était le groupe de la Stax. Ça parle peut-être à quelqu'un, qui jouait avec Otis Redding, avec Wilson Pickett, et donc c'est un groupe légendaire, et je les ai réunis et j'ai joué, on a fait 2 morceaux ensemble. Bon, la vérité c'est quand même ils étaient bien payés, donc c'est vous voulez moi, c'est ça l'utopie. C'est-à-dire que je me retrouve avec mes musiciens préférés et je dis c'est super qu'ils aient accepté de jouer et tout, et puis j'apprends qu'ils ont été payés 60 000 francs, c'est la vie. Le reste de la question, c'était l'utopie. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a fait pour de vrai. C'est pour ça qu'à la fin, comme je disais, ils regardent le film et ils le découvrent. Et c'est vrai que le film était beaucoup plus long. Et ils avaient vraiment l'impression d'avoir fabriqué un film. Et il y avait une sorte de fierté à se voir et d'avoir participé à quelque chose de concret qui a une certaine valeur. Et c'est ce sentiment que j'ai ressenti avec eux qui m'a poussé à faire les usines de films amateurs. Ouais. Alors, une autre question. C'est toi qui as le micro ? Vas-y. Alors, j'ai 2 questions. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait ce film ? Et pourquoi vous avez pris un thème de cassette qui, je crois, est un thème des années 80 ? Et tu peux me dire Gugu. Non, je sais, mais par qualité. Alors, attends, on va dire c'était quoi la première question ? Qu'avez-vous ressenti quand vous avez fait ce film ? Les petits films ou le film en général ? Le film en général. Le film en général. Quand on fait un film, ça part d'une idée, on l'écrit, et il y a la première étape, bon déjà quand les acteurs se mettent à parler dans notre tête tout seul, c'est un petit peu comme par exemple on va chez sa sœur ou son frère, et on imagine ce qu'on va lui dire, et on s'engueule, et moi je fais ça tout le temps, et très souvent, même la plupart du temps, je trouve que j'ai tort au bout de la conversation. Donc je reconstitue la personne, et quand on écrit des dialogues, il y a ce moment, on arrive sur ce moment où les gens commencent à exister. Alors ça c'est le premier bonheur, on va dire. Le deuxième c'est quand on est en pré-production et le premier assistant décortique tout le script pour avoir le calendrier, et il nomme les personnages avec le nom qu'on leur a donné, et c'est très gênant au début, et tout d'un coup on ressent qu'ils existent dans la vie. Alors ensuite il y a, quand on fabrique les décors,
C'est un peu comme si on engage des gens pour décorer son appartement. Enfin, je ne sais pas, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais on voit les choses qui étaient écrites, montées physiquement, être peintes, et c'est vraiment magique. Et puis après, il y a l'étape suivante, c'est le tournage avec les acteurs qui font rentrer les dialogues dans la réalité. Et puis après, il y a le montage. Là, le montage, c'est pas forcément joyeux, c'est plus tendu. Mais il y a toutes ces étapes. Ça vous rend joyeux. Jusqu'au montage, toutes ces étapes vous rendent joyeux. Et il y a des moments difficiles, oui. Quand même. Alors, la deuxième question, c'est que j'ai pris les cassettes vidéo pour que Géry puisse les effacer. Il fallait trouver un système pour que tout soit effacé. Et c'est en même temps, au départ, c'était plus un magasin de bric-à-brac, avec d'autres objets. C'est pour ça qu'ils trouvent la caméra et qu'ils trouvent le ventilateur et tout ça. Mais la cassette VHS, c'est des bandes magnétiques. Et donc, si on les met sur un aimant, ça efface toute l'image et le son. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces cassettes. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué au début, pour ceux qui n'avaient jamais vu une cassette VHS, ce que c'était. Alors, une autre question. Ouais, ici. Bonsoir, Monsieur Gondry. Merci et bravo pour votre film. Une fois de plus, c'est réjouissant. Et on peut être admiratif du fait que vous arriviez à faire des films hyper personnels tout en ayant une réussite commerciale, notamment aux États-Unis. Et je voudrais savoir quel a été l'accueil, l'accueil des studios hollywoodiens par rapport à Please Be Kind and Wild, parce qu'en plus on peut y déceler une sorte de critique du formatage hollywoodien, puisque vous faites la promotion des œuvres créatives, des œuvres qui viennent du cœur, et en disant il ne faut pas faire exactement la même chose, il faut faire ce que vous avez en vous. Donc cette critique du formatage, comment elle a été accueillie par ceux-mêmes qui vous ont financé, et est-ce que vous avez eu du mal à trouver le financement pour ce film à partir du stade du scénario, et comment il a été accueilli une fois qu'il était fabriqué par ces mêmes studios? Alors, le film était relativement facile à financer parce que l'idée était facile à expliquer. Il efface toutes les cassettes et il faut refaire les films à toute vitesse, donc ils prennent des objets. C'est facile à raconter en 5 minutes et ça donne envie. Alors après, ce qui s'est passé aussi, bon, ça n'a pas fait un super box-office malheureusement, mais le studio donc, qui finançait, il trouvait qu'il y avait trop ces passages de vidéos noir et blanc qui racontaient la vie de Fats Waller parce que ça leur parlait pas. Et puis ils pensaient que ça ne parlait pas au public. Et là, je me suis un peu battu pour les garder parce que pour moi, c'était l'âme du film. Mais c'est vrai que là, ça coinçait un petit peu. Et le pays où c'est le mieux marché, c'est en Angleterre parce qu'ils l'ont vendu plus comme un film pour enfants. Enfin, plus une comédie accessible. Et les autres pays ont vu plutôt un film personnel. Donc j'ai eu un box-office satisfaisant, mais pas extraordinaire. Et quand Sigourney Weaver apparaît dans le film, parce que là elle est vraiment l'incarnation des tycoons hollywoodiens qui veulent tout régenter, ils se sont pas sentis personnellement attaqués? Non, mais ils s'en fichent complètement de ce genre de choses. Ils vont au restaurant italien, ils discutent entre eux et ça leur passe complètement au-dessus de la tête. J'ai cité personne. Non, mais c'est... Eux, ils regardent les chiffres, je pense plutôt. Bon, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, tout là-haut. Non. Notamment parce que c'est filmé et que ce serait bien qu'on entende votre question. Et c'est enregistré du coup pour vous, oui. Bonsoir. Non, c'est pour rebondir sur l'aspect pratique des droits. Est-ce que vous avez dû acquérir les droits de remake pour faire figurer les scènes de Ghostbusters? Bon, je pense que pour Carrie, le clin d'œil, il n'y a pas de droit à demander. Mais est-ce que vous avez dû demander des droits? Oui, pas pour c'est assez intéressant. Pas pour les films ou les remakes, parce qu'on a le droit de faire des remakes et en plus de ça, c'est libre.
En revanche, la photo qu'on voyait sur la jaquette, on devait payer des droits ou demander au moins l'autorisation. Et ça a été très compliqué, parce qu'il fallait, pour que l'idée fonctionne, qu'on voit, pas toutes, mais qu'on voit les photos des films, surtout au début, pour montrer le principe. Alors on a demandé à Spielberg, je voulais faire Retour vers le futur au départ, et ils nous ont dit non, parce qu'ils comptaient faire un musical à Broadway. C'était purement mesquin. J'ai jamais aimé Spielberg de toute manière. J'ai eu le droit, disons que je ne l'ai jamais aimé avant, ça ne m'a pas surpris qu'il soit radin et mesquin, mais... Et pour la musique... donc il fallait demander l'autorisation pour les images. Alors la musique... Quand il chante, quand il fait Ghostbusters, on n'a pas besoin quand même pour payer le... Non, alors je sais pas, je crois que quand on a tourné la scène où il chante, on ne pouvait pas utiliser le thème, donc il en a fait un autre, mais après on l'a quand même utilisé, donc entre-temps on a dû obtenir les droits. D'accord, oui c'est ça. Il s'appelle Ray Parker Jr., un truc comme ça. Oui, d'accord. Et au générique, il y a aussi Partisan Film, c'est important parce que ça, c'est une société de production qui vous suit depuis vos débuts. Et ça rejoint je me souviens maintenant, ce que je voulais vous dire aussi après votre collaboration avec la chef opératrice, c'est que vous êtes entouré d'une troupe quand même qui vous suit aussi de film en film, et ça c'est quelque chose que vous aimez, c'est-à-dire retravailler avec les mêmes techniciens. Alors est-ce que vous avez une équipe américaine, une équipe française, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un peu séparé, parce que dans un film français, il y a un nombre de points. Quand on travaille avec un technicien ou un acteur d'un autre pays, on perd des points. Bien sûr. Et donc, j'ai pas les mêmes personnes en principe, et j'aimerais travailler toujours avec les mêmes techniciens, mais comme les réalisateurs ont fait un film tous les ans et demi, ou tous les ans, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, les techniciens, eux, ils font 4 films par an, 6 films par an, donc très souvent ils sont pas libres. Donc je suis obligé d'en avoir plusieurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, tout devant. Alors, peut-être... je vois pas bien. Ah oui, allez-y. Et ensuite, il y aura devant, Rodolphe. Bonsoir, merci. Pour La Nuit Blanche, vous avez proposé une boîte à musique géante. Je vous demandais comment vous aviez eu cette idée. Et le court-métrage était visible en plein air vers la gare Montparnasse, qui sera visible ensuite sur Internet ou ailleurs. J'espère. Mais j'ai donné un coup de main à Valérie Donzelli, qui était... la chef d'orchestre, et j'ai raconté un peu, on a trouvé l'idée ensemble pour raconter l'histoire son aventure à elle pour faire exister La Nuit Blanche, et la boîte à musique, je sais plus comment ça m'est venu ou ça nous est venu. Je crois que Valérie voulait que ça joue l'international, et peut-être moi l'idée de la faire en géant, mais je sais plus. Là, je crois que vous avez une question ici. Oui, voilà. Merci. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour vos réalisations, c'est vraiment incroyable. Je suis une grande fan de cinéma, d'ailleurs merci à mon père. Et du coup, moi j'ai parti d'un club cinéma. Et je voulais savoir si vous avez des conseils pour ceux qui débutent dans le cinéma, qui sont très impressionnés parce que du coup, avec... l'industrie hollywoodienne ou même dans d'autres pays, et des fois c'est intimidant de commencer en France. Et je voulais savoir si vous avez quelques conseils, comment est-ce que vous avez réussi à vous construire, à avoir de tels contacts. Enfin voilà. Je pense pas qu'il faut trop penser au contact. Je pense que surtout avec les technologies vidéo et digitales, on peut obtenir une image correcte avec peu de moyens. Je pense qu'il faut être indépendant et trouver un groupe de personnes qui sont intéressées, qui partagent la même passion, avec leurs différences, qui pourront les orienter dans des postes différents, et faire un projet. J'avais rencontré Naomi Watts, qui est devenue une très grande actrice. Elle venait de faire le film de David Lynch,
Et elle ne trouvait pas de travail, parce qu'aux États-Unis, ce film n'a pas eu le même impact pour nous. Et du coup, elles ne trouvaient pas de travail. Alors, elles étaient avec d'autres copains, copines, acteurs, et ils ont tourné un film entre eux en se montrant, cherchant du travail. Et comme ça, au lieu de faire des castings, elle montrait ce film aux gens. Donc je trouve que c'est un bon exemple, plutôt que d'attendre que les choses viennent à vous, c'est de les faire soi-même et que ces choses aillent vers les autres. Donc moi, ce que je recommande, c'est il ne faut pas être trop ambitieux au niveau de la technique, il faut essayer de trouver ce qu'on a en soi qui est différent des autres, et le raconter. Bon, ça c'est vraiment personnel comme opinion, il y a d'autres choses... on peut penser différemment. Et fabriquer un court-métrage et puis et le montrer. Ce qui est très pénible quand on est acteur et même réalisateur, c'est d'attendre des propositions, et c'est toujours plus constructif et fort de produire quelque chose et de le montrer. Et alors un autre conseil, c'est quand c'est des jeunes qui font un court-métrage, ils ont tous le même âge. Et ça fait un peu amateur. Donc il faut penser à engager des gens un peu plus vieux, aussi. Que vous mettiez une personne plus âgée dans l'histoire, et ça peut être n'importe qui, ça donne une sorte de réalisme, et c'est plus convaincant. Encore faut-il savoir les diriger, les plus vieux que soi. C'est pas facile, hein. Oui, ça c'est encore autre chose. Alors, la direction d'acteurs, c'est... vous pouvez écouter tous les acteurs, tous les directeurs, les réalisateurs, ils ont chacun des théories différentes. Comme Woody Allen, il dit rien. Kubrick, il dit rien. Après, il y a Coppola qui va parler pendant une demi-heure. Et quand on entend les réalisateurs, il faut toujours penser le contraire dans sa tête, parce qu'ils disent tous des choses différentes. Donc, il ne faut pas se laisser hypnotiser. Il faut garder sa propre vision, et il faut se faire stimuler mais pas trop influencer. Oui, il y a encore une question, oui. Bonjour, bonjour M. Gondry. Depuis tout à l'heure, je voulais vous dire ça, mais grâce à cette jeune fille-là qui tend un peu la perche, je vous proposais de laisser mon contact, mes coordonnées, parce que j'ai une vie assez médiocre, et participer à une belle entreprise comme celle que vous nous présentez, ce serait un joli bouleversement dans ma vie. Alors, peut-être qu'on prend une dernière question, s'il y en a une? Ouais. Oui, alors on peut en prendre deux, allez, on prend les deux dernières. Vous donnerez votre dossier à Sabrina. Mais là, vous faites le contraire de ce que j'ai suggéré à cette jeune fille. Faites un court-métrage et demandez-moi de le regarder. Je ne le regarderai pas. Si je regardais, je le regarderai. Ouais. On ne peut pas dire ça. Et je volerai des idées. Non, je ne volerai pas d'idées. Oh non. Non mais, ok, une petite anecdote comme ça. Il y a des gens qui proposent des scripts et je ne peux pas les accepter. Et parfois les gens sont très frustrés et je ne veux pas les accepter parce qu'il est très possible que dans le script il y ait une idée que j'ai eue sans la faire et que après la personne qui m'a donné, si je la réalise, après la personne qui m'a donné le script va m'attaquer en disant que je vais voler l'idée. Et comme les gens qui me donnent des scripts, c'est des gens qui aiment mes films, donc qui ont peut-être une façon de penser ou qui sont inspirés par mon travail, donc il y a de grandes chances pour qu'il y ait des idées que j'ai envie de faire moi-même. Donc je ne peux pas les accepter. Alors, c'est dur à expliquer, c'est dur à comprendre, mais ça m'est arrivé d'avoir des petits soucis comme ça. Oui, on vous écoute. Bonjour, merci pour ce film et cet échange. Je voulais savoir, au générique, j'ai cru voir que la fresque était au nom d'un autre Gondry. Est-ce que vous auriez une petite histoire à nous raconter sur cette œuvre? Oui, c'est Paul Gondry qui signe la fresque. Ah oui? Oui. C'est mon fils qui est à droite en bleu. Ils étaient petits à l'époque et je leur ai demandé de faire des tags pour effacer Fats Waller. Oui, tout à fait. Et qui connaît Fats Waller dans la salle? Ah. Et ça vous a fait plaisir de le voir? Je crois qu'il y avait une dernière question. Et juste pour revenir par rapport au respect de l'image des Nord-Américains, par exemple,
Donc, Fasswaller, il était assez gros et il avait un chapeau bol, comment on appelle ça? Melon. Chapeau melon. Donc, il était un peu punk en même temps, parce que bon, ses chansons, elles sont assez relevées. Et j'étais à la sortie de collège où il y avait des étudiants noirs et je leur ai montré la photo de Fasswaller et je leur ai demandé comment ils trouvaient cette photo, si c'était raciste, si c'était cool. Et ils ont tous dit qu'il avait un super look et que c'était cool. Bon, est-ce qu'ils le connaissaient? Non, non. D'accord. Allez-y, ouais. Alors du coup, merci. Moi, surtout, je voulais déjà dire merci pour ce film, parce que moi, je l'ai vu, j'avais 18 ans, et je suis quelqu'un de créatif par nature, et je ne sais pas si vous réalisez l'impact que de voir comme ça à l'écran, de se dire, ok, ben en fait, on peut commencer par copier et juste après se lancer dans son propre truc. Enfin, moi, c'était hyper important quand je l'ai vu. D'autre part, ce qui m'intéresse de savoir, c'est du coup tous les films suédois qui ont des tonnes de techniques hyper intéressantes pour rendre... moi, je pense que ma préférée, c'est peut-être le truc de 2001 de l'Odyssée de l'espace, de la machine à laver qui tourne. Ce qui m'intéresse, c'est toutes ces idées-là. Comment ça vous est venu? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit hey, si on faisait ça, en fait, ça marcherait bien? Enfin, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le process créatif de spécifiquement comment vous avez fait pour suéder les films. Ça va faire prétentieux, mais ça vient tout seul. J'ai déjà la réponse avant de me poser la question, d'une certaine manière. Maintenant, il y a des gens qui peuvent apporter des idées, mais en général, c'est... Et puis, il est aussi possible que j'ai choisi des films parce que j'avais envie d'utiliser le négatif. Donc, ça peut être dans l'autre sens. Mais c'est toujours des idées qui me... Mais de façon générale, vous ne manquez pas d'idées. Ça va. Je pense que j'ai un esprit associatif. Ouais. J'ai regardé ça l'autre jour sur Internet. Oui, vous nous avez dit sur ChatGPT, c'est ça? Vous avez regardé. Oui, pour ne pas me répéter, je ne voulais pas utiliser non, mais le c'était terme drôle, Jack parce que GPT. c'était drôle. Ouais. En tous les cas, c'est ça. Je crois que vraiment, quand on voit tous vos films, on est aussi complètement ébahi et ébloui par toutes ces idées à la seconde, 10 000 idées à la seconde par plan, et qui sont réalisées avec une fantaisie et une rigueur incroyable. Donc je crois que vraiment on peut vous remercier pour ce travail et espérer qu'il y aura encore plein d'autres films de Michel Gondry. Voilà. Et donc on continue. Merci. Donc il y a encore des films de Michel Gondry jusqu'au 27 juin. Merci beaucoup.